pour ensuite faire des analyses. Donc, je vais vous présenter très rapidement quelques chiffres que j'ai pu faire avec ça. Donc, j'ai diffusé un gros article avec qui montre tous les graphiques que j'ai fait avec ces programmes et puis avec évidemment l'analyse qui va avec. Et j'ai appelé ça retrouver du bon sens et changer son regard sur les chiffres parce que, en effet, c'est toujours ce que je vous dis. À force de regarder que les chiffres Covid-19, on n'arrive plus à réfléchir sur ce qui est vraiment en train de se passer et il faut vraiment repasser au décès toute cause pour comprendre ce qui se passe. Et donc, voici un des graphiques que vous pourrez faire qui se fera tout seul si vous lancez les programmes dans l'ordre, si vous connaissez un peu R. Il s'agit des décès français hebdomadaires depuis 2013 à partir des données Eurostat, c'est pas mes données à moi. Avec ici, donc vous avez l'augmentation et la diminution du nombre de décès toutes les semaines en France. Et vous voyez très bien qu'en hiver, il y a plus de décès qu'en été. En violet, vous avez la moyenne. Les vieux pointillés violets, c'est ce qu'on appelle les intervalles de prédiction à 95%. Donc en gros, c'est quand on est en dehors, on est dans une période de surmortalité, à peu près, une mortalité anormale. En rouge, c'est une moyenne mobile. Et les pointillés jaunes, ils représentent les 2 périodes de confinement. Donc voilà ce type de graphique avec pas mal d'autres qu'on peut faire à côté. Par exemple, celui-ci montre que finalement, si on regarde en moyenne glissante sur 52 semaines, c'est-à-dire sur un an, la mortalité française, elle est à peu près normale. Il y a un peu des hauts, des bas de temps en temps et des plus et des moins, mais globalement, on est autour de la moyenne. Et qu'arrivé en 2019, on était quand même à une période qui était très basse en termes de mortalité et que le gros pic qu'on voit là, qui est le décès de mars-avril, il nous a juste rapproché de la moyenne. Donc, même après mars-avril 2020, la grande pandémie où il a fallu enfermer tout le monde, globalement, quand on était à l'été, il n'était pas du tout décédé plus de personnes que d'habitude en France, en moyenne, absolument pas. Et on a plus de décès en France par rapport à d'habitude que depuis le mois d'octobre. Donc voilà, ça c'est un résultat. Mais là, du coup, je vais un tout petit peu détailler, parce que je veux vraiment arriver à la dernière partie. Un exemple, si jamais vous oubliez le fait qu'on vous fasse des injonctions permanentes pour vous montrer, pour dire c'est la Covid qui fait tout ça, on peut quand même se poser les questions de qui est décédé en mars-avril et on peut quantifier tout ça assez facilement, en fait, pour essayer de voir quel peut être l'impact de cette maladie Covid sur ce pic une fois qu'on a enlevé les autres causes qui viennent directement des décisions prises. Déjà, un tout petit truc à savoir, c'est que ce pic de mars-avril, il est absolument pas commun à tous les pays. Rien qu'en Europe, j'analyse 33 pays et dans le fichier, vous aurez 33 pays, tous ceux qu'on leur donnait sur Eurostat. Des pics comme ça, il y en a dans 9 pays sur 33. Donc là, je vous ai montré la Suède. La Suède aussi a un pic de décès. Mais par exemple, la Norvège, on n'a pas du tout. Donc en fait, sur 24 pays sur 33, vous n'avez absolument pas de surmortalité en mars-avril 2020. Donc il n'y a pas de d'hécatombe mondiale en mars-avril 2020, ça c'est complètement faux. C'est vraiment des pays particuliers, et on verra, qui ont pris des mesures particulières, qui ont ces surmortalités-là, et c'est pas du tout le monde. Et même en France, ça vous verrez avec d'autres graphiques, il y a seulement certains départements français qui ont ces pics de mortalité, et pas tous du tout. Donc, et les départements français qui en ont, il y a notamment l'Île-de-France, il y a l'Est, et absolument pas, tout l'ouest de la France n'a absolument connu aucune période de surmortalité en mars-avril, ça c'est pas vrai du tout. En revanche, toute cette surmortalité, elle est absolument synchronisée, tout le monde en même temps. Donc là, il y a un moment, il va falloir m'expliquer comment est-ce que, au niveau des lois de la physique, comment est-ce qu'on peut dire que des surmortalités se diffusent quand en fait c'est tout en même temps ou rien. Bon, il y a quelque chose dans ce raisonnement-là qui va pas. Les départements qui ont été les plus touchés, ce sont des départements qui sont hyper urbains, avec beaucoup de populations et notamment des populations très pauvres. Et qui dit population pauvre dit surmortalité d'habitude, mais qui dit mauvaise condition de vie, insalubrité. Et il y a même un article de l'INSEE qui le détaille et qui dit même qu'il va jusqu'à regarder l'origine de ces personnes-là. Et dans l'origine des décédés, il y a énormément de personnes immigrées qui, on le sait, sont dans la plupart du temps dans des situations, enfin, pour beaucoup, en tout cas, quand on regarde des immigrés qui habitent dans des quartiers pauvres, et notamment qui sont des employés de service ou qui n'ont pas de travail, pour ceux qu'on est en train de regarder, on est plutôt en train de regarder des personnes qui sont pauvres. Et donc, si vous lisez l'article de l'INSEE, vous verrez qu'il n'explique pas du tout que ce sont des personnes en situation de pauvreté, et c'est pourtant un des facteurs explicatifs, et on va voir pourquoi. Et donc, si on regarde cette période de mars-avril qui n'a touché finalement que peu de territoires français et que très peu de pays européens, on peut se poser la question du lien avec les politiques sanitaires. Donc, on a une période de confinement à ce moment-là, et le confinement arrive avant la surmortalité.
Donc, il y a à aucun moment un dirigeant, un spécialiste de qui que ce soit ne pouvait savoir que nous allions vers une période de surmortalité avant de démarrer le confinement. Les données de décès français que l'on voit ici, qui sont les décès totaux déclarés état civil, elles mettent, pour être à peu près consolidées, plusieurs semaines. Donc au moment où il a pris la décision, personne ne sait qu'il va y avoir une surmortalité en France, ça n'existe pas. Ils peuvent savoir qu'il y a du monde à l'hôpital, qu'il y a des gens malades, mais à aucun moment ils ne savent qu'il y a de la surmortalité. Et ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Ils ne connaissent pas le niveau de danger encouru au moment où ils confinent. Ça n'est juste mathématiquement pas possible. Et donc, les effets du confinement, j'en ai détaillé pas mal dans le papier. On sait par exemple que il a manqué beaucoup de personnes à l'appel dans les statistiques des urgences cardiaques et AVC qu'on voit d'habitude. Et beaucoup, c'est-à-dire qu'il a manqué à peu près 600 personnes par semaine. Et donc, il manque 5000 personnes à peu près qui, en moyenne, ont fait des AVC et des crises cardiaques et qui se sont jamais présentées à l'hôpital sur cette période. Et il se trouve que le pic que vous voyez là, il a lieu dans les EHPAD à l'hôpital, mais il a lieu aussi à domicile. Et à domicile, c'est des personnes qui sont pas du tout considérées comme Covid, puisque dans les statistiques, elles apparaissent pas. Et cette bosse-là, à domicile, elle correspond à ces 5000 personnes. Donc, on a probablement quand même un lien. À ce moment-là, on est peut-être en train de compter de la Covid, mais je vous ai dit pour l'instant, on allait penser aux autres causes possibles, mais on est probablement aussi de compter des personnes qu'on n'a pas soignées et qui sont mortes seules chez elles. Il y a d'autres choses aussi qui sont passées à cette époque-là, c'est que globalement, on avait quand même dit aux médecins, vous soignez pas si c'est de la Covid. C'est-à-dire, vous restez, si jamais vous êtes malade, que vous avez une infection respiratoire, vous restez chez vous et vous prenez du Doliprane. Et ça a un impact extrêmement fort sur la distribution, notamment des antibactériens, donc des antibiotiques. Et ça, c'est avec les données Medicam que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous les téléchargez et que vous faites regardez les sous-dépensés, enfin, oui, c'est ça, ça c'est la base remboursable des médicaments qui ont été vendus par les pharmacies de ville, et vous voyez une énorme chute des antibactériens à partir d'avril 2020. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit aux gens, vous soignez plus et vous prenez que du Doliprane, ben, globalement, ils ont plus pris du tout d'antibiotiques, avec une chute énorme, là, qui doit être, il me semble, de mémoire d'autour de 30%. Et donc ça, fatalement, c'est énorme, puisque habituellement, il y a des médecins dans la salle qui confirmeront, mais quand vous avez des personnes âgées, faibles, qui font des infections respiratoires aiguës, ça ne paraît pas une très mauvaise idée de leur donner des antibiotiques. Il me semble que les antibiotiques ont été inventés autour de 1920 par Ian Fleming, et que depuis, ça a quand même eu des effets assez intéressants sur la baisse de mortalité partout dans le monde. Et donc là, on est à un moment où on n'en distribue plus du tout. Et ça va avoir un impact assez fort, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de personnes âgées isolées, on a dit par exemple dans des quartiers pauvres, des quartiers insalubres, qui ne reçoivent pas d'antibiotiques, comme d'habitude, et pour qui on dit attendez que la situation s'aggrave avant d'aller à l'hôpital. Donc fatalement, elles obéissent, elles ont que du Doliprane, elles attendent que la situation s'aggrave, et quand vraiment elles peuvent plus respirer, elles se pointent à l'hôpital. Et donc là, il y a des médecins qui vont arriver devant eux, des gens qui ont des trous dans les poumons à force de tousser et de se faire attaquer par des virus, et qui sont bourrés aussi de bactéries. Et donc là, c'est le joli mix entre probablement des choix sur les corticoïdes et les antibactériens pour savoir ce qu'on peut faire de ces gens-là pour essayer de les sauver. Mais globalement, on n'y arrive pas. Et ça, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite, mais ça, il y a une étude de Cauchemez et Fontanet qui est sortie qui nous expliquait qu'il y a 17% des gens qui sont arrivés à l'hôpital dans cette période de mars-avril qui sont morts dès le premier jour. Et 17%, ça fait 3000 personnes. Donc c'est 3000 personnes qui très clairement sont arrivées bien trop tard, et de toute façon, quand elles arrivent à l'hôpital, c'est le moment où elles décèdent, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge. Et j'ai même été plus loin, j'ai été calculé de savoir qu'est-ce que ça ferait si on considérait que toutes les personnes décédées dans les 3 jours à l'hôpital sur cette période-là, qu'on considérait que c'était des gens arrivés trop tard, ça représente 6000 personnes. Je reviens à ma bosse. Cette bosse-là, je vous ai dit qu'elle était vraie à domicile, et ça, j'ai des urgences AVC et cardiaques qui correspondent bien à la bosse. Et ces 6000 personnes-là que je vous dis qui sont arrivées trop tard à l'hôpital, c'est la surmortalité hospitalière. Toute la surmortalité hospitalière de la période, ça correspond à 6000 personnes. Et ces 6000 personnes, c'est exactement si jamais on se dit qu'arriver dans les 3 jours à l'hôpital, dans les 3 jours après son arrivée à l'hôpital, c'était arrivé trop tard. Donc voilà où on en est. On a expliqué la surmortalité à domicile, la surmortalité à l'hôpital. Et il y a une dernière chose qui s'est passée, c'est
le décret Rivotril qui a été signé. Donc là, une loi, il faut aller sur Légifrance, j'ai mis les liens dans mon article pour aller le voir, qui autorise le fait de faire alors je sais plus comment c'est écrit comme d'utiliser le Rivotril comme du soin palliatif. Le Rivotril, c'est un antiépileptique, donc ça ne sert absolument pas à ça d'habitude. Et donc l'idée, ça a été d'autoriser des médecins à l'utiliser comme sédatif, donc à endormir les gens, les calmer en tout cas, alors qu'on considérait qu'ils étaient en infection respiratoire aiguë, en disant on ne sait pas soigner de la Covid, donc il faut les mettre en soins palliatifs. Sauf que le Rivotril, c'est écrit dans le Vidal, pareil, vous téléchargez, qu'il faut surtout pas en donner quand on a une infection respiratoire aiguë, tout simplement parce que ça tue le patient. Et donc là, ce qu'on voit, ce sont les ventes de Rivotril injectables avec une hausse de 227% en avril, qui correspond donc exactement sur la bosse de mortalité que l'on voit. Et c'est intéressant de savoir que toute la mortalité sur cette période de mars-avril enregistrée dans les EHPAD a entièrement été enregistrée comme étant Covid. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Et que si on compte la surmortalité, c'est pareil. Et si on compte le nombre de gélules ici qui ont été vendues, pour de mémoire, mars-avril, ça doit être 1700 à peu près de plus que d'habitude, on explique aussi la surmortalité des EHPAD. Donc c'est-à-dire que sur cette période-là, si jamais des personnes qui sont en difficulté, des personnes âgées, on décide de manière médicamenteuse de les mettre sous sédatif qui va en fait les terminer, tous en même temps, fatalement, on va avoir une bosse. Et donc, quand on observe de la surmortalité, ici, en tout cas, on est en train de mesurer des décès, non pas de gens qui, on va dire, qui seraient décédés dans longtemps et qui sont morts d'une maladie qui tuait jeune. On est en train de mesurer des décès survenus tous en même temps parce qu'on est intervenu de façon à ce qu'ils décèdent tous en même temps. Alors, il serait probablement décédé pas longtemps après. C'est pour ça qu'après, derrière, c'est pour ça qu'on n'a pas de surmortalité spéciale en 2020. Mais quand même, le fait d'intervenir, ça nous fait forcément une bosse. Et là, quand on a fait nos 3 exercices, on a expliqué absolument toute la surmortalité qu'on voyait ici. Tout ça, on a expliqué à la maison, on a expliqué à l'hôpital et on a expliqué également dans les EHPAD. Donc, vu qu'on a ces explications et qu'à la fin, il reste rien, et donc ce que l'on peut attribuer comme étant à de la Covid seule, eh bien, c'est pas grand-chose. Donc, on a bien sur un pic qui correspond, quand on regarde les décès toutes causes, on est sur un pic qui correspond à des décès toutes causes qui viennent de décisions prises et pas de quelque chose qui serait un virus extérieur et qui déciderait ça. Donc, il y a des morts coronavirus, mais c'est autre chose que ce pic de morts toutes causes. Et enfin, il y a quelque chose que je veux vous montrer absolument, toujours pareil. Vous téléchargez les morts toutes causes, je vais vous le remontrer ici, pour avoir ce graphique-là. Et là, vous voyez les décès en octobre. Donc là, je détaille ça dans l'article, ce que ça peut être. Mais là, j'ai un rebond de décès et surtout, j'ai des décès qui descendent pas en France au mois de janvier. Et encore en France, j'ai envie de vous dire que la situation m'inquiète, mais va à peu près par rapport à d'autres pays. Il y a quelque chose qui se passe quand même depuis quelques mois qui est complètement inédit, c'est qu'on lance la plus grande campagne de vaccination jamais enregistrée dans le monde avec des vaccins expérimentaux qui ont été inventés tout de suite, sur lesquels on n'a absolument aucun recul. Et donc ça, c'est complètement inédit. Et c'est complètement inédit aussi, c'est qu'en plus, c'est diffusé et que tout le monde est tellement fier de cette situation qu'on trouve des données partout, et notamment sur Our World in Data. Donc pareil, téléchargez ces données sur la vaccination, ou bien allez voir mon code R. Et moi, je les ai mis en face de la mortalité pour chaque pays. J'ai regardé où est-ce qu'ils en étaient dans leur vaccination chaque semaine, et j'ai mis en face les décès. Et voilà sur quoi je suis tombé, notamment pour la Hongrie. Donc voici les décès des Hongrois. Chaque semaine, depuis ici j'ai mis 2018, donc en noir ce sont les plus de 65 ans, et en rouge ce sont les moins de 65 ans. Et alors pour tous les pays où vous pouvez charger des données, absolument tous ont une nouvelle période de mortalité qui démarre depuis le début de la nouvelle campagne vaccinale. C'est peut-être un hasard statistique, moi je fais des statistiques, je suis pas médecin, mais quand même ça marche partout. Et pour la Hongrie c'est proprement impressionnant parce que quand même, ils ont un pic de mortalité élevé juste avant, dont on pourrait questionner de pourquoi est-ce qu'il est aussi fort. Eux, ils n'ont jamais eu de mortalité en mars-avril. Mais vraiment, depuis octobre, ils ont un pic de mortalité. Et qui se repartait à la baisse, finalement, comme tous les hivers, ça monte et puis ensuite ça descend quand
le cycle qu'on dit qu'il est épidémique, en tout cas le cycle de mortalité hivernale, sans même préjuger qu'il soit épidémique, redescend, voilà. Et donc ici, c'est sur point de redescendre. Et là, on a une remontée en flèche pour retrouver son plus gros niveau pour les moins de 65 ans, exactement au moment où on décide de lancer la vaccination à grande échelle. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus en tant que statisticien, c'est la courbe rouge avec les moins de 65 ans. Les moins de 65 ans, ils sont quand même moins soumis aux décès, aux périodes hivernales que les plus de 65 ans. Et là, j'obtiens, depuis le début de la campagne vaccinale, un record de décès jamais égalé pour les moins de 65 ans en Hongrie. Donc la bosse que vous voyez là, je suis remonté jusqu'à 2013, elle a jamais été aussi grande. C'est la première fois que meurent autant de moins de 65 ans en même temps sur 8 semaines. Et pour moi, encore une fois, encore plus grave, une population qui n'est quasiment pas soumise aux variations de décès dans l'année, ce sont les moins de 40 ans que j'ai représentés ici. Donc vous avez en noir leurs décès chaque semaine, et en rouge, je mets une moyenne lissée parce que comme des moins de 40 ans, il n'y en a pas beaucoup, ça a tendance à faire des sauts et des creux qui sont vraiment difficiles à lecture. Et donc ça, c'est une moyenne sur 8 semaines. Et de la même manière, depuis le début de la campagne vaccinale, j'obtiens des nombres de décès absolument jamais égalés depuis 2013 pour les moins de 40 ans. C'est peut-être un hasard, c'est des stats, mais si vous téléchargez les données, vous trouverez ça, donc ce résultat-là. Depuis le début de la campagne vaccinale en Hongrie, il n'y a jamais eu autant de décès de moins de 40 ans. De décès de toute cause, bien évidemment, c'est de ça qu'on parle. En termes de nombre, juste pour avoir une idée, comme il décède très peu de moins de 40 ans, ça fait 150 de plus que d'habitude. Parce qu'on est à 480 au lieu de 330, quelque chose comme ça. C'est 150 sur 6 millions et demi. Donc c'est du 0,000029%. C'est complètement indétectable avec les outils de vigilance habituels. Imaginez que vous aviez un labo pharmaceutique qui a fait extrêmement bien son travail et qui a fait son étude en double aveugle. Donc il a pris 10 000 personnes dans la population, il a fait son test, et puis il a compté ses morts. 150 sur 6 millions et demi, ça fait que si j'en avais pris 10 000, j'aurais eu 0,2 décès. Donc même si un fabricant a fait parfaitement son travail et qu'il a fait les choses dans l'ordre, de toute façon, il n'aurait jamais détecté. Donc on ne peut pas trouver, il n'y a aucune manière de pouvoir avoir ce chiffre-là. Et donc c'est juste que quand on fait une telle intervention sur des millions de personnes, fatalement tous les tests qu'on a fait sur quelques dizaines de milliers, ça compte pas. Et la deuxième chose qui est en place, c'est la pharmacovigilance, et ça a déjà été expliqué par Surbiarbi ici. Il y a qu'à peu près 1% des signalements de pharmacovigilance qui remontent, et donc là, vu je compte qu'il y a 150 Hongrois en trop, même si on se dit que c'est tous le vaccin qui a pu les tuer, ça veut dire que maximum, il y en a un peut-être qui serait monté en pharmacovigilance. Et ce décès-là, il serait codifié comme étant non probant, parce que, comme Suriel a expliqué, la pharmacovigilance se base sur le protocole challenge des challenges au challenge. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, quand il y a un effet indésirable après prise d'un médicament ou d'un vaccin, on dit qu'on est en challenge. Ensuite, quand ça s'arrête, on est en déchallenge. Et ensuite, on refait un deuxième essai pour savoir si ça recommence. Il n'y a que là que c'est probant. Sauf que quand on vaccine quelqu'un et qu'il décède direct, fatalement, on n'a que le challenge parce qu'on peut pas le réveiller pour savoir s'il décéderait pas une deuxième fois si on le réinjecte. Donc, ce serait de toute façon non probant. Donc, il n'y a aucune manière, avec le suivi classique, de pouvoir s'assurer qu'un vaccin ou qu'un médicament quelconque ne va pas me tuer 150 personnes sur 6 millions. Ça n'est pas possible. Mathématiquement, c'est impossible. Et donc, seulement quand on voit une courbe comme ça et qu'on a une hausse de mortalité des jeunes qui n'est jamais égalée, ça devrait s'allumer en rouge partout. Et on devrait globalement vraiment se poser la question de ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si c'est ça. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un lien statistique qui existe et que ce lien statistique, pour tous les pays, je le vois, au moins pour les plus de 65 ans, puisque c'est la population qui est cible, et pour le pays qui a le plus vacciné en Europe, je vois quelque chose, et si vous téléchargez les données, vous le verrez aussi, pour les moins de 40 ans. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Merci Pierre. Une fin assez c'est un peu froid dans le dos, même s'il y a peut-être d'autres lignes explicatives. Hein, on pourrait aussi se dire que la fin des mesures un peu coercitives correspond aussi à la reprise de la vie chez les personnes plus jeunes et peut-être l'augmentation si on regarde les causes et notamment l'accidentologie, peut-être qu'il y a une augmentation de ces décès-là et qu'elle n'est pas forcément liée à la vaccination. Mais effectivement, le fait de regarder par âge nous a déjà dit plusieurs choses. Tu as souligné en tout premier que finalement
Une grosse partie de la mortalité était liée au défaut de soins à domicile et ça avait déjà été souligné par le groupe Matalarm et par Vincent il y a quelques semaines. Et je crois que c'est vraiment une réalité clinique, ça, qu'il faut mettre en évidence parce que si jamais ça devait se reproduire, je crois que nous devons faire un retour d'expérience sur cette chose-là et qu'il y a vraiment besoin de discuter avec les pouvoirs publics sur le fait de mettre en place des parcours patients, des filières de soins qui permettent de suivre les gens de manière intelligente à domicile et de détecter la gravité précocement. Je vous donne un exemple. Nous, ne serait-ce qu'au sein de l'hôpital, on a mis en place des réunions tous les jours entre les médecins des services Covid et les médecins de réanimation à 12h30 où on a discuté tous les patients pour discuter mais est-ce que celui-là il va aller dans le mur quoi et pour commencer à en discuter avant et que ces gens-là ils soient finalement jamais admis en urgence. Rien que le fait de faire ça nous a permis d'avoir quasiment aucune admission nocturne, aucune intubation non prévue, rien qui se passe pas qu'on n'avait pas vu venir. Et donc on a hospitalisé les gens en réanimation de manière programmée en fait l'après-midi quand les médecins nous disaient ouais ce patient-là je le sens pas trop, on va voir, on se donne un peu de temps, puis le lendemain ok on le prend et puis tranquillement sereinement. Et finalement le fait de faire la même chose en ville c'est-à-dire de faire voir à un médecin quelqu'un, lui faire un test, le diagnostiquer positif, mettre en route des traitements utiles. Il y a notamment certains sur lesquels on est tous d'accord, comme les anticoagulants, comme l'oxygène s'il y en a besoin, comme la corticothérapie à partir du moment où on est dans la phase d'orage inflammatoire et plus dans la phase virale. Bah, tous ces gens-là, c'est des gens qui n'iront jamais à l'hôpital ou qui, s'ils arrivent, peut-être on les verra venir un peu plus doucement. Et puis le fait de les surveiller surtout, c'est-à-dire de les voir tous les jours, de prendre soin des gens. Très profondément, ce qui soigne, c'est les humains et c'est de prendre soin les uns des autres. Et finalement, l'idée de surveiller la saturation, et il y a beaucoup de citoyens qui s'en ont saisi avant même que les pouvoirs publics le disent officiellement, bah, je pense que ça a beaucoup freiné l'arrivée aux urgences, l'arrivée directement en réanimation. Mais je vous donne des expériences personnelles, c'est que jusqu'à il y a encore, là il y a plus de patients hein, dans l'hôpital, il y a plus de patients dans les services, c'est terminé quoi. Mais jusqu'à il y a encore 3 semaines, il y avait des gens obèses, hypertendus, diabétiques, immunodéprimés, qui avaient vu un médecin avec des symptômes, eu un test diagnostic positif et à qui on a dit paracétamol, bonne chance et qui sont arrivés en réanimation 10 jours plus tard, exactement comme c'était complètement prévisible, avec 75% de saturation par le SAMU, déjà en vrac, à devoir être intubé à l'arrache au dernier moment. Et ça, c'est juste pas correct en fait. Et donc il faut pas reproduire cette erreur-là parce qu'elle coûte des vies pour rien. Voilà. Bah, je vais accueillir les autres. Euh, alors peut-être ça paraît un peu technique tout ça, toutes ces courbes, mais finalement c'est encore une fois une façon de s'autonomiser que d'aller les voir. Vous voyez que in fine vous avez toutes les données qui sont là et qu'il faut regarder dans la trame, dans la maille de ces données, en regardant la répartition par âge, qu'on commence à voir des choses un peu fines. Et retenez bien ce qu'a dit Pierre, c'est que finalement si on devait voir une surmortalité chez les jeunes, c'est extrêmement difficile à voir sur une courbe tout venant de mortalité. Et donc finalement, on peut complètement passer à côté. Et l'expérience clinique actuelle de ce qui se passe autour de la vaccination nous dit qu'il y a un warning, il y a quelque chose qui se passe. Je mets Oui, la je, parole au centre, là, quand il la veut. Ouais. oui, je vais prendre la parole d'abord pour remercier Pierre et puis faire remarquer qu'il y a vraiment effectivement un gros boulot derrière. D'abord, effectivement, ce qu'il y a de scientifique dans le conseil scientifique, c'est le partage et la transparence. Et Pierre le fait très bien, donc avec le langage R, avec le GitHub, sur lequel tout le monde peut aller télécharger. Alors c'est un peu technique, c'est vrai, mais n'empêche que c'est nécessaire. Donc merci à lui et je peux vous dire, en voyant ce qu'il a fait, qu'il y a un très gros boulot parce qu'aller chercher les données et ensuite les traiter, c'est vraiment très long. Deuxième chose, il a dit quelque chose de très important sur lequel je voudrais rebondir, c'est l'effet de seuil sur l'échantillon. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez mettre en évidence un effet qui a moins d'une chance sur 10 000 d'arriver, bah, si vous prenez une cohorte de 10 000 personnes, vous ne le verrez pas. Vous verrez zéro, en fait. Il y a un effet de seuil. Et donc, du coup, vous allez en déduire que il n'y a aucun risque de faire ce que vous allez faire. Sauf qu'effectivement, si vous passiez un échantillon de 1 million, 2 millions ou 10 millions, si votre effet, il y avait justement mettons une chance sur 100 000 d'arriver, vous ne voyez pas sur votre cohorte de 10 000 personnes. Par contre, quand vous passez à 10 millions de personnes, vous voyez 100 personnes en fait qui sont affectées. C'est en gros ce que montre Pierre. C'est-à-dire que de toute façon, les tailles d'essais cliniques pour les vaccins en particulier ne peuvent pas mettre en évidence ces morts-là. Mais par contre, du coup, comme il y en a très peu, effectivement, de morts chez les jeunes en général, dès que vous en mettez 100 de plus, vous voyez tout de suite. Et pour rebondir sur ce que disait Louis, ce sera ma dernière remarque, quand il y a effectivement, que vous atteignez un niveau de mortalité chez les jeunes en Hongrie et en France qui n'a jamais été atteint, il faut aller chercher un événement qui n'est jamais arrivé.
Et du coup, la vaccination, effectivement, est un des meilleurs candidats. Voilà. Donc, merci à Pierre. Et puis, effectivement, vous voyez bien que même avec les meilleurs essais cliniques du monde, si vous voulez mettre en évidence des effets qui sont trop faibles, et bien sur des cohortes trop petites, vous ne verrez jamais rien. Voilà, j'ai parlé. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que Jean-Dominique, tu as des réactions du public, ou Eric, si tu veux réagir aussi, allez-y, bien Je sûr. voulais rebondir sur vos deux interventions, Louis et Vincent. D'abord, pour ton intervention, Louis, je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire. Je dis à chaque CSI que je n'ai toujours aucun décès du Covid dans ma clientèle et qu'une seule hospitalisation, pour une raison simple, c'est que j'ai accompagné les gens. Je suis pas le seul à le faire, je n'ai aucune fierté à avoir ces chiffres, mais c'est pour montrer que ça fonctionne. Alors, non seulement j'ai donné des traitements qui aident les patients, et surtout je les ai accompagnés pratiquement jour après jour, sans forcément les voir. Ça peut se faire par mail, parce qu'effectivement, les gens sont officiellement confinés chez eux quand ils sont malades du Covid, et grâce à l'oxymètre, on a leur saturation 2 fois par jour. Moi, je leur demande de me l'envoyer. On a un échange de mails au moins tous les 2 jours, et qu'est-ce que ça change? Ça réduit leur peur. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le grand problème, c'est que les gens, ils sont renvoyés chez eux avec du paracétamol, et il ne reste plus qu'à prier. Ils n'ont plus aucun contact avec aucun médecin jusqu'au moment où ils vont s'aggraver. Et moi, j'ai vu des patients récemment encore qui n'avaient aucune forme grave, mais qui étaient complètement paniqués. Donc, ils commençaient à dire, j'ai très mal, j'ai beaucoup de mal à respirer, oh là là. Et je leur dis, prenez votre saturation, 97, 98, voilà, donc c'est pas ça, vous inquiétez pas. Et d'autres, bien sûr, qui ont eu des symptômes beaucoup plus marqués. On peut faire évoluer les traitements, introduire la cortisone, introduire les anticoagulants au moment où c'est nécessaire. C'est en fait faire d'autres métiers de médecin, finalement, de façon très très banale. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on est empêché les médecins de le faire. J'ai une question pour Pierre, pour revenir sur son sujet. Effectivement, j'avais déjà vu des courbes, et on avait d'ailleurs discuté une fois avec Pierre sur ces courbes de mortalité qui augmentent dans quasiment tous les pays au moment où on commence la vaccination. Je l'avais constaté déjà, moi, en Israël. J'avais été surpris de voir que la mortalité avait augmenté, avait redémarré en même temps que la vaccination, ou plus ou moins, et avait augmenté jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près à 30% de la population vaccinée, et puis c'était redescendu. C'était redescendu pour des raisons, à mon sens, de climat, et quand on compare les courbes actuelles, on voit que ce sont exactement les mêmes que l'année dernière à la même saison. Donc, c'est, à mon avis, plus des courbes en dôme liées à la saisonnalité et non pas au vaccin. Mais malgré tout, les courbes de Pierre m'interpellent, et ce qu'on constate la plupart du temps, c'est qu'il y a d'abord une augmentation de la mortalité en même temps que la vaccination, et ensuite, ça rebaisse pratiquement partout. Alors évidemment, donc il y a cette saisonnalité qui fait que ça rebaisse. Est-ce que pour toi, Pierre, s'il y avait un lien direct entre le vaccin et la mortalité, ce qui est possible évidemment, puisqu'on a quand même aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, plus de 600 morts suite au vaccin Pfizer, par exemple, dans les statistiques officielles de la NSM, si c'était directement lié au vaccin, on devrait avoir une augmentation proportionnelle de la mortalité en même temps que la vaccination augmente. Il y a 2 hypothèses pour moi. Soit c'est parce qu'au départ, on vaccine les gens les plus fragiles, c'est eux qui meurent le plus. Ou alors, c'est qu'il y a une rencontre entre, d'un côté, la mortalité qui peut être en lien avec une vaccination, ça reste à démontrer, et en même temps, la saisonnalité qui fait que ça rebaisse aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que dans tous les cas, les pays qui ont continué à vacciner ont vu leur mortalité baisser, même si le nombre de cas réaugmente. On le voit au Chili, on le voit en Angleterre. Oui, en effet, il y a deux explications possibles. Je suis d'accord. Après, moi, je suis statisticien, donc je regarde des faits, et du coup, je ne peux faire que des hypothèses sur les causes, puisque évidemment, les faits n'expliquent pas les causes, ce qui est le premier principe de statistique. Ce que je peux dire, c'est que, en effet, il est normal d'avoir des hausses fortes de décès. Au début, si on commence par injecter des choses aux personnes les plus fragiles et qu'ensuite ça baisse. C'est certainement notamment le cas, on devrait voir des différences un peu temporelles au moment où on vaccine d'abord les plus anciens, puis ensuite ça se décale un peu quand on passe aux plus jeunes, donc avec une mortalité qui se décale. Il y a un autre sujet aussi qui est la qualité de la donnée. Ce qui me paraît à peu près correct, c'est de se dire qu'on sait à peu près quand les campagnes de vaccination démarrent. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la machinerie qu'il faut
pour que remontent les données vaccinales pour réussir à alimenter un site de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive quand même pas à compter notre population, et même les sous qui transitent partout alors qu'on est tous branchés avec notre carte bancaire. C'est extrêmement compliqué de faire de remonter la statistique. Et là, pour ce sujet-là, tout d'un coup, miraculeusement, il y a tout qui remonte pour faire des belles courbes d'absolument tous les pays du monde dans tous les sens. C'est du absolument jamais vu. Donc moi, j'ai quand même un petit doute sur la qualité exacte des données, c'est-à-dire leur vitesse de remontée. Je pense qu'il faut s'en servir en se disant que la forme de la courbe doit être à peu près la bonne, mais qu'en revanche, en termes de date exacte de tout ce qui se passe, on doit quand même être un petit peu méfiant. Et en effet, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Eric, sur la saisonnalité. Très clairement, je le montre dans mon article. On voit qu'il y a des creux et des bosses en termes de décès en France, mais c'est le cas partout en Europe et c'est le cas aussi dans tout l'hémisphère nord. Mais ces creux et ces bosses, ils sont absolument simultanés partout. Donc, il y a un vocabulaire que je pense qu'il faut abandonner lorsqu'on est en train de parler de ces cycles de mortalité, c'est de parler de cycles de maladies hivernales. On n'est pas en train de compter des maladies, on est en train de compter des morts. Et il y a plus de morts l'hiver que l'été. Il y a probablement plus de maladies à ce moment-là parce qu'on arrive à les compter parce que les gens sont mal en point, mais ce qui se passe, c'est que les gens sont mal en point l'hiver et qui sont beaucoup plus en forme l'été. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne s'agit pas d'un phénomène de diffusion. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se propage l'hiver d'un pays à l'autre puisque c'est tout le monde en même temps. Et donc, en effet, il est fort possible, si on considère bien que l'hiver, c'est un moment où les gens sont pas en forme et décèdent plus que l'été, que si on intervient et qu'on fait quelque chose qui globalement peut faire que leur santé est moins bonne pour une période donnée, on va avoir beaucoup plus de décès quand on est au sein de cette bosse qui se trouve en hiver où il y a plus de décès. Donc en effet, il y a peut-être à minima à réfléchir au moment où on fait une injection de quelque chose de façon massive sur des personnes et de peut-être pas rajouter de la catastrophe à la catastrophe en le faisant à un moment où on sait que les gens sont déjà dans une période où statistiquement, ils décèdent beaucoup plus. Et j'en parle aussi dans mon article parce que je vois un lien assez fort aussi avec la campagne de vaccination grippale de cette année, avec la hausse de décès d'octobre qui est complètement inédite en France et qui est exactement au moment où on fait une hausse de vaccination grippale complètement inédite. Donc c'est pareil, est-ce qu'on était en train à ce moment-là, est-ce que c'est complètement fortuit, est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se rapproche et est-ce qu'on est en train de faire une intervention de masse à un moment où en fait où il faudrait pas. Je sais pas s'il faut la faire de toute façon, mais globalement, c'est peut-être pas le bon moment. Alors finalement, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est peut-être un mauvais vaccin. Hélène, tu veux intervenir? Et puis Je voulais intervenir sur la saisonnalité. Alors, on emploie toujours ce mot-là, mais sans préciser, on dit la saisonnalité du virus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une saisonnalité du système immunitaire dans les pays tempérés. Donc, il y a un shift, c'est-à-dire un glissement du système immunitaire qui devient pro-inflammatoire en hiver. Ça a été montré très nettement. Alors, ça n'existe pas dans les pays qui sont au-dessus du cercle polaire, ni dans les pays tropicaux. Et donc, ça correspond à ces pics de mortalité qu'on voit en hiver, puisque le système inflammatoire chez les personnes âgées, il a tendance à agir d'une manière délétère plutôt que bénéfique, quoi. Et donc, tout ça, je pense que ça peut beaucoup s'expliquer par là. Et c'est pareil, la chute, enfin, la diminution de l'épidémie qu'on voit, qui se reproduit cette année exactement comme l'an dernier, elle correspond au moment du chiffre du système immunitaire. Voilà, je pense que tout ça, ça devrait être beaucoup plus pris en compte dans les... Tout à fait. Et tous les modèles que vous voyez, Vincent nous en a présenté, sont des modèles qui partent du principe que s'il y a des morts qui augmentent, c'est parce que quelque chose se diffuse. Et ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité. La mort ne se diffuse pas. On a des hausses de mortalité cycliques au niveau de l'hiver et ce n'est pas une diffusion. Avec Vincent, on a fait l'exercice. On peut faire coller des modèles de diffusion là-dessus, mais c'est pas pour autant que c'est ça qui se passe. Ça, c'est un collage complètement artificiel qui vient de 1920 où il y a deux chercheurs qui ont dit qu'il fallait faire comme ça parce que c'est ça qui se passait, mais ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et on déforme la pensée des gens en leur expliquant que mathématiquement, voilà, c'est quelque chose qui se diffuse et donc ça monte et ensuite ça descend quand ça s'en va. Ça vient où ça s'en va. C'est là où ça n'est pas là et c'est extrêmement différent. Donc on a quelque chose qui apparaît.
Et donc, en fait, on voit de plus en plus de gens malades et on en déduit que c'est une diffusion épidémique, mais ça, c'est une erreur d'interprétation. On a de plus en plus de gens malades parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mal à cette période et c'est comme ça tous les ans. Et il ne s'agit pas d'une contamination. Et ça n'est pas parce que votre voisin était malade avant vous qu'il vous a contaminé. C'est peut-être uniquement parce qu'il a été, son corps a été plus mal en point avant vous dans l'année. Et on a toujours cette façon d'interpréter absolument tout ce qui se passe en se demandant qui a refilé ce truc-là, alors qu'on n'en sait absolument rien. Et les modèles, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les modèles de diffusion ne reposent sur absolument rien. C'est pourtant tous ceux qui sont utilisés actuellement, et ça n'a aucun rapport avec la réalité visible. Téléchargez tout ce que je vous ai montré, regardez les hausses de mortalité de tous les pays européens séparés de 3000 km, c'est tout le monde en même temps. Ok, merci à tous. Alors, on avait fait 2 présentations pour essayer d'être plus court. Donc, je vois que c'est pas forcément gagné. On se transforme doucement en un chat scientifique. C'est pas désagréable. Mais voilà, je suis hyper bavard, je suis désolé. Voilà, vous êtes chargé de travail maintenant, hein, donc on n'est pas là pour vous mâcher le boulot. Donc reprenez toutes les courbes, critiquez-les, refaites-les avec l'ensemble de ce qui est mis dans le GitHub de Décoder l'écho ou en reprenant les courbes sur les on mettra en lien toutes les sources de données dans la description de la vidéo. Puis la deuxième chose, c'est réuploader ces vidéos. Si vous savez pas faire des stats, au moins vous pouvez peut-être faire une chaîne YouTube et un groupe Facebook, je sais pas quoi. Ça, pour ceux qui sont moins forts, peut-être ils peuvent le faire. Et puis on va passer à la présentation d'Hélène, parce que une des questions qui se pose souvent,